Bonjour à Tiché, Avlé, Mvunkazo, Bdiazman. Merci d'être nombreux à nous suivre un peu partout ici au Togo, en Afrique et dans le monde. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse qui s'anime ce jour du mardi 19 novembre 2019. À l'accompagnement technique, Michel Kokou Vitogbe Tomenga et Géraud Dakoucha. Ici au micro, déjà deux confrères avec nous, Germain Doubidji de l'agence de presse privée Interfax Presse. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour fidèles auditeurs, auditrices de Canal FM. Vous allez partager avec nous des dépêches qu'on peut lire sur votre lien, tout comme Lorenzo Keleki du journal Atopani, paru aujourd'hui même. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et ravi d'être encore une fois au Club de la Presse et c'est avec grand plaisir. Merci, tout comme avec grand plaisir nous accueillons Adam Adjronou de Vision d'Afrique. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers confrères. Merci, nous attendons encore un ou deux confrères mais assurons-nous qu'ils sont bien là avant de vous les annoncer. Par contre, nous pouvons déjà vous convier à réfléchir ensemble sur cette pensée du jour que notre généreuse auditrice a partagée avec nous. Suivons. Si on pouvait regarder dans le cœur des gens et comprendre les défis auxquels chacun fait face, je pense qu'on les traiterait avec beaucoup plus de douceur, d'amour, de patience, de tolérance et de respect. Je reprends pour vous. Si on pouvait regarder dans le cœur des gens et comprendre les défis auxquels chacun fait face, je pense qu'on les traiterait avec beaucoup plus de douceur, d'amour, de patience, de tolérance et de respect. Je comprends tout simplement, Lorenzo Keleki, que nous parlons beaucoup des gens, des plus connus aux plus anonymes, mais nous ne savons pas toujours les défis, les stress qui est le leur. Évidemment, vous savez, dans la vie, des fois, nous sommes amenés à critiquer les gens, à leur en vouloir, à les traiter de tous les noms d'oiseaux, parce qu'ils n'ont pas fait ci ou n'ont pas fait ça pour nous. Sauf que il y a des réalités que nous ignorons. C'est comme si vous promettez quelque chose à quelqu'un, et au moment venu, vous ne le faites pas. La personne se dit, mais vous l'avez fait une promesse que vous n'avez pas tenue. Même à nos enfants des fois. Même à nos enfants, même à nos femmes aussi à la maison. Ça arrive et c'est pas toutes les fois qu'elles comprennent et c'est malheureux, mais c'est aussi une réalité de la vie que nous devons accepter et c'est justement ce que cette pensée nous convie à faire. Voilà. Merci. Si on pouvait regarder dans le cœur des gens et comprendre les défis auxquels chacun fait face, je pense qu'on les traiterait avec beaucoup plus de douceur, d'amour, de patience, de tolérance et de respect. Mais nous allons continuer à parler des gens, des personnes physiques aux personnes morales. Et c'est ça le bien fondé du Club de la Presse. Et comme nous sommes le mardi, l'émission c'est vraiment light. Et il y a plein d'informations que vous avez écrites dans vos journaux et que vous allez partager avec nous. Et naturellement, nous allons faire le point à la fin sur le processus électoral. Notamment une rencontre que nous venons juste d'apprendre, à savoir le ministre en charge de l'administration territoriale des collectivités locales qui rencontre les partis politiques et les organes associés aux élections. La rencontre est annoncée à son cabinet sur le coup de 15 heures cet après-midi. Et également le confrère Togo Matin qui écrit que l'ANC appelle les Togolais à s'inscrire au cours des 3 jours de révision électorale. La CENI qui forme les opérateurs de saisie. Nous vous ferons le point de processus électoral à la fin.
Mais commençons par ces dépêches. Germain Doubidji de Interfax Presse. Bon, rebonjour. Rebonjour Sass, rebonjour fidèle auditeur, auditrice de Canal FM. Eh bien, je lis je lis une de vos dépêches que un matelot ivoirien qui a voulu tirer un coup en ville s'est retrouvé dans les mailles de la justice. Oui, c'est une histoire, en tout cas pas du tout gaie quand même, il ne faut pas en rire. Mais c'est vrai, cette histoire, c'est l'histoire d'un matelot ivoirien dont le navire a mouillé au large des côtes togolaises et qui voulait entrer en ville, fait un peu de la Java, et il dit que ça fait déjà 5 ans qu'il a été sevré, et donc il voudrait sevré de sa femme justement, et sevré de femme justement, et donc il voudrait tirer un coup en ville, et il a loué un taxi, il s'était promené un peu dans la ville et il a été à l'hôtel et il dit qu'il ne pourrait pas rester seul à l'hôtel, donc il a naturellement demandé au taximène de lui arranger une fille de joie, ce qui a été fait. Au retour maintenant au port, pour régler la discussion, il y a un différend qui s'est posé. Alors qu'il lui remettait $100, ce qui fait approximatement 50 000 au taximène, le taximène dit non, c'est le tarif, c'est maintenant 300 000 le tout, les trajets en ville et tout, l'hôtel et aussi la fille de joie. Et donc, dans l'incapacité de payer, cela a créé un différend et il s'est retrouvé à la police, il a été pris par la police et finalement, il est dans les mains de la justice et il est seul face à la justice puisqu'il n'arrive même pas à joindre sa femme au pays, il n'arrive à joindre personne et il est là tout seul à se démêler devant la justice et il tire, en tout cas, il fait tomber quelques gouttes de larmes aussi en pensant à son triste sort. Merci. Voilà la mésaventure de ce matelot qui a voulu s'accorder une partie du plaisir et qui se retrouve avec la justice parce que le taximène qui a joué d'intermédiaire et la femme avec qui il a passé des moments lui réclame un certain montant d'argent qu'il n'a pas. Mais restons toujours avec les mœurs. Lorenzo, rebonjour. Rebonjour Sass, rebonjour à tous les auditeurs et auditrices. Votre journal, c'est Atopani. Vous parlez aussi des mœurs avec ce titre, Dépravation des mœurs et bassesse morale. Il s'agit d'une scène qui s'est passée dans une boîte de nuit où des clients de la boîte de nuit ont été filmés à leur insu. Ces clients, quelque peu éméchés, qui s'accordaient une partie de jambes en l'air et qui se retrouvent avec des photos et des vidéos compromettantes sur les réseaux. Tout à fait, ça c'est on va dire l'histoire qui défraie actuellement la chronique au sein du monde de la nuit, dans le milieu de la nuit, comme on le dit. Et nous avons reçu plusieurs vidéos, pour être précis 5 vidéos montrant des couples d'un soir en plein débat sexuel dans une boîte de nuit dénommée Mad Complex, une boîte située non loin du Palais des Congrès, et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et quand nous avons eu possession de ces vidéos, nous avons cherché d'abord à les authentifier parce qu'aujourd'hui avec l'internet, avec l'informatique, on peut tout monter, on peut tout fabriquer, alors que ça n'a pas d'authenticité. Alors, une fois authentifié, vous avez recoupé les informations. Nous avons recoupé. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et les toilettes également, les toilettes qu'on voit clairement dans les vidéos, nous sommes rendus sur le site, c'est-à-dire dans la boîte de nuit, et nous avons compris qu'effectivement, c'est bel et bien les toilettes de la boîte en question. Maintenant, la question, c'est de savoir qui a filmé les vidéos. Et à cette question, beaucoup de versions circulent. Mais quand nous avons, fait notre investigation, ce que nous avons compris, c'est que c'est certains employés de la boîte, à savoir les vigiles, les agents de sécurité, qui, de mèche avec des informaticiens, auraient placé des caméras dans les toilettes. Et quand vous allez dans les toilettes de cette boîte, le mur de séparation ne touche pas la dalle, ce qui fait que quelqu'un qui se positionne dans la toilette A peut facilement filmer quelque chose dans la toilette B. Et donc, c'est ce qui a dû se passer et les clients ont été filmés à leur insu. Et cette pratique a souvent lieu et au finish, ils s'en servent pour faire chanter les clients qu'ils estiment être nantis ou bien, voilà,
avoir beaucoup d'argent. Donc c'est un peu ce qui se passe dans cette boîte. Et aujourd'hui, les propriétaires de cette boîte que nous avons rencontrés ne savent plus véritablement à quel sens se vouer, parce que ils disent n'avoir jamais installé de caméra dans cette toilette, et pourtant les vidéos sont bel et bien, les vidéos ont bel et bien été tournées dans la boîte en question. Voilà. Merci. Donc, les clients d'une boîte de nuit, quelque peu éméchés, qui ont confondu la boîte de nuit avec leur lit, et dont les photos et les images se retrouvent sur les réseaux sociaux. Alors, nous qui sommes clients des boîtes de nuit, sachons nous tenir toujours avec les mœurs. Oui, un petit moment. Oui, sur Eric Johnson. Ce sujet-là. Oui. Non, mais écoutez, bonjour d'abord. Bonjour. Excusez-moi pour ce petit retard. Dépendant de votre volonté. Et justement, je vous avais écrit pour vous signaler quand même que je serais un peu en retard. Écoutez, pour ces genres de situations, les clients eux-mêmes ne sont pas tout à fait innocents par rapport à ces vidéos. L'information que le confrère a passée, nous avons également eu cette vidéo. Nous avons essayé de pousser aussi. Jusque-là, on n'a pas encore le bout du tunnel. C'est pour ça qu'on ne l'a pas publié. Justement, il paraît que le client en question en est pour quelque chose dans l'enregistrement de cet acte vraiment que tout le monde déplore. Et puis la fille en question, elle était, on l'a rencontrée, hein, on l'a rencontrée. La fille, on l'a rencontrée, mais vraiment elle sait pas, je sais pas dans quel état elle se trouve actuellement. Mais c'est très délicat. Alors, est-ce qu'elle vous a confié si elle était consentante à ce rapport sexuel dans la boîte de nuit, ou bien si elle aurait été forcée? Non, mais elle est consentante. Eh bien. Donc, voilà l'information que le média donne toujours en rapport avec les mœurs et nos habitudes. L'Indépendant Express nous parle de cette mode qui est arrivée à Lomé. Il s'agit de la chicha. Ceux qui s'y connaissent savent de quoi il ressort. Eh bien, l'Indépendant Express nous dit que la chicha, silence est une drogue qui tue. Ceux qui aiment s'adonner à la chicha, sachez que au bout du plaisir que vous procure la chicha, il y a risque, et vous êtes en train de vous droguer peut-être à votre insu. Continuons avec toujours vos informations. Adam Adjournou, rebonjour. Bonjour Sass. Eh bien, je ne sais pas si c'est... Non, plutôt c'est Atopani qui nous transporte dans les couloirs de la justice, notamment au palais de justice, n'est-ce pas, Lorenzo? Tout à fait, Sass. Eh bien, vous écrivez à la page 11, attention, fissure dangereuse au palais de la justice de Lomé. Est-ce que le bâtiment abritant le palais de justice offre toutes les garanties de sécurité, et pour les magistrats, les avocats et toute personne qui passe par là? Non, mais malheureusement, cet immeuble n'offre pas toutes les garanties de sécurité, parce que nous y étions il y a quelques jours, et ce que nous avons constaté nous a un peu surpris, parce que au-delà de l'immeuble qui est déjà dans un état de décrépitude totale, il faut quand même signaler que quand vous rentrez dans le palais, dans la grande salle qui sert souvent d'audience, la grande salle d'audience, à votre extrême droit, en haut, il y a des fissures extraordinaires que vous voyez, et ces fissures peuvent tomber à tout moment, parce que vous n'êtes pas expert en bâtiment. Je ne suis pas expert en bâtiment, mais quand même, quand vous voyez un peu l'état des fissures en question, c'est clair que ça peut tomber à tout moment. J'ai déjà vu d'œil, quand vous les voyez, vous n'êtes pas obligé vous n'avez pas besoin d'être expert en bâtiment pour voir que ça, c'est un danger. Et donc, ce qui est un peu marrant, c'est que directement sous ce mur, il y a souvent des gens
qui viennent assister aux audiences, qui viennent prendre place directement. Ce qui veut dire que ces fissures peuvent tomber à tout moment et créer des blessures peut-être même mortelles au public qui arrive pour suivre les audiences. Et c'est pourquoi nous avons jugé bon d'interpeller l'attention des autorités en charge de la justice togolaise, des autorités en charge de cet immeuble, à faire quelque chose pour ça, parce que quand le malheur frappera à notre porte, en tout cas, c'est pas quelque chose que nous souhaitons. Le palais de justice, dont une partie du toit pourrait s'effondrer à tout moment, c'est l'information que me donne Atopani Express. Naturellement que le ministre en charge de la justice et toute autorité de droit peuvent aller vérifier si cela s'avère, donc corriger. Même les auditeurs également peuvent vérifier. Merci. Alors, de la justice bâtiment, passons à la justice au magistrat. Adam Adjonou, bonjour. Bonjour, Saf. Eh bien, je vois bien à la manchette de votre journal Vision d'Afrique que le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des Sceaux prônent la rupture avec l'impunité, toutes ces pratiques-là que nous dénonçons. C'est dans ce sens que deux magistrats indélicats viennent découper de sanctions. C'est ce que vous écrivez. Oui, naturellement. Vous savez, depuis que le Togo s'est engagé dans ces grandes réformes-là, les réformes de la justice vont aussi avec. Et par rapport à cela, vous savez, le président Gamato, qui est en même temps de la Cour suprême, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature, et son ministre aussi de tutelle, et le ministre de la justice n'est pas, tout à fait. Les magistrats ont toujours l'habitude de dire que ils n'aiment pas souvent qu'on dise que le ministre soit réellement leur patron. C'est vrai qu'il est en charge de ce ministère, certes, mais il ne ménage aucun effort pour quand même arriver à débusquer les juges indélicats. Et par rapport à cela, il y a eu une ordonnance récemment qui a sanctionné deux magistrats. Un magistrat qui était donc pas soupçonné, puisque étant donné que la sentence est déjà prononcée, nous n'allons plus mettre les faits au conditionnel. Je pense que ils ont reconnu, ou le premier magistrat, les faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu quoi? Oui. Ce magistrat. Non, c'était en fait un fait de corruption. Il a voulu donc corrompre l'inspecteur général de la justice. Bon, il a un nom. Donc il a voulu le corrompre. Les faits couraient cette année, il y a 4 mois, lors des fêtes de Ramadan, s'il y a bon mémoire. Donc il a voulu le corrompre au même moment où il y avait donc une enquête diligentée à son encontre, compte tenu d'un certain fait. Bon, nous n'allons pas citer, je pense que les lecteurs iront chercher les notes dans notre livraison de ce matin. Et le deuxième cas aussi concerne, disons, un fait qui est lié un peu, bon, c'est un peu superflu, parce que le magistrat ayant effectué, disons, il y avait eu une descente dans une domicile où il y a eu donc une soustraction des frais qui étaient liés. Je pense que la personnalité était une personnalité où il y avait des solutions de drogue. Donc il y a eu de ces genres de faits. Donc il y a eu soustraction des frais initialement prévus qu'on n'avait pas dénoncé dans l'acte. Donc après les enquêtes, je pense qu'ils ont reconnu les faits. Et donc ce second cas, lui, il a été révoqué carrément de ses fonctions. Mais le premier, dont était lié les faits de corruption, lui, il a été donc retardé d'avancement initialement prévu pour 2020. Donc il a eu 2 ans de retard dans ses avancements. Donc lui peut réellement continuer donc à fonctionner, tandis que l'autre est révoqué. Voilà, on trouvera les détails dans l'article, oui. Mais ce qui est écrit, et je suppose que c'est vrai, 2 magistrats indélicats viennent d'être sanctionnés. En fait, rien n'est au conditionnel ici. Je pense que nous, quand on a eu l'information dont nous sommes rapprochés. Au mot indicatif. Non, c'est indicatif. Tout est indicatif. Les faits, les noms, tout est cité. Il n'y a pas eu de. Merci. Donc 2 magistrats indélicats sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Germain Djoubidji, vous rappelez que depuis quelques temps, nous parlons de ces magistrats sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous rappelez que le président du Conseil supérieur de la magistrature a élaboré et il a sillonné tout le pays pour diffuser 2 documents. Le premier document portait guide pour le justiciable, et le deuxième document portait
s'adressait aux directives, directives aux magistrats, ce document dans lequel le Conseil supérieur de la magistrature rappelait aux magistrats à compiler carrément les bonnes le code de bonne conduite. Voilà ce travail d'assainissement qui se fait, et la justice qui manie et la carotte et le bâton à l'endroit de ses propres magistrats. Oui, c'est de bonne guerre. Il faut joindre l'acte à la parole. Il y a eu les sensibilisations qui ont été relayées, même par votre radio ici. Tout le monde, en tout cas, on était au courant de ces sensibilisations sur le code éthique et aussi sur les procédures à l'endroit des populations. Mais donc, on attendait aussi des actes, parce que si rien ne sert d'avoir des bonnes dispositions pour censurer des gens, et que au finish, on n'a pas justement les implications. Donc si aujourd'hui, et nous prenons à notre confrère qui a fait cas, en tout cas qui relate les sanctions, je crois que c'est de bonne guerre. C'est une façon de joindre l'acte à la parole, et on ne peut que ici tirer des chapeaux à la magistrature, à tous ceux qui ont sanctionné. Mais il ne faudrait pas que cela s'arrête ici naturellement. Il faudrait que s'il y a les groupes poissons aussi dans la NAS, dans cette eau trouble là, il faudrait qu'il faut les trouver et les sanctionner. Ces magistrats sont des groupes poissons parce qu'il y a qui fait déjà 20 ans de carrière. Oui, mais 20 ans de carrière. Non, donc que l'assainissement, ce travail-là se fasse à l'endroit de tout magistrat qui serait convaincu, ou confondu plutôt de pratiques indélicates. Eh bien, de la justice, allons à l'institution que nous avons mise en place pour s'assurer de nos droits, la Commission nationale des droits de l'homme. D'abord, bonne nouvelle, la CNDH est sortie de ces petits locaux du quartier AD8 pour s'aménager, disons, un siège beaucoup plus à sa dimension. C'est vers Agoué, non loin de la statue des 2 lions sans testicules. Ça, c'est d'un. De 2, et Eric Hugues Johnson. Vous intéressez aussi à la CNDH quand vous écrivez au nom des évolutions constantes connues par l'institution, la CNDH du Togo, qui vient d'être réaccréditée au statut A. Oui, effectivement. Vous savez, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dispose en son sein un groupe qui s'appelle l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, et qui dispose également d'une sous-commission d'accréditation qui s'appelle la SCA, qui accrédite les institutions nationales des droits de l'homme. On va de statut A au statut C. Donc, les institutions qui arrivent à être accréditées au statut A sont celles qui respectent ce que nous appelons les principes de Paris. Les principes de Paris qui concernent la crédibilité, le respect, la conformité des lois sur les droits de l'homme, et surtout le fonctionnement même des institutions nationales des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, c'est une bonne information pour la CNDH du Togo, qui pendant longtemps a eu beaucoup de réformes, beaucoup de tests que le gouvernement a essayé de mettre en place pour que cette institution soit véritablement autonome et crédible vis-à-vis des Nations Unies pour ce qui concerne le respect et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Merci. Donc la CNDH qui vient doublement de redorer son blason. 1. L'institution est dans un siège beaucoup plus décent, beaucoup plus à sa dimension. Et 2. La CNDH qui vient d'être réaccréditée au statut A, ce qui constitue une montée en grade. Nous allons parler toujours des grades, mais en nous intéressant à nos amis les policiers. J'introduis que nous plaidons beaucoup pour les policiers, notamment
que le gouvernement prenne des décrets d'application à leur statut particulier qui a été adopté, voté par l'Assemblée nationale depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement tarde toujours à prendre ce fameux décret d'accréditation? Nous en parlons. Mais en attendant que le gouvernement fasse ce geste, la police elle-même commence à balayer devant sa cour. C'est ainsi que à Topani, vous écrivez que les policiers viennent, les agents de police doivent désormais appliquer le guide du policier. Donc il y a un guide du policier dont la police vient de se doter. Exactement, vous savez que tout comme les autres institutions, il y a également la police qui est aussi en plein chantier, en guillemets, on va dire. Et la direction générale de la police a lancé vendredi à Lomé une tournée de vulgarisation du guide du policier. La démarche vise à outiller les agents de la police nationale sur cet outil dont la mise en œuvre contribuera au raffermissement du climat de confiance avec la population. Et la tournée de sensibilisation et de vulgarisation a été lancée par la direction elle-même, c'est-à-dire son directeur, M. Yaovi Okpaoul. Et elle va se dérouler dans tous les commissariats, sur toute l'étendue du territoire national. Et pour le directeur, c'est-à-dire le lieutenant-colonel Okpaoul, les agents de la police doivent désormais s'approprier ce guide du policier, le mettre en pratique dans l'exercice de leur mission, afin de réinstaurer la sérénité et la confiance avec la population. Parce que quand vous constatez un peu ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, on a comme l'impression que la population n'a plus véritablement confiance en sa police, parce que justement elle s'est laissée aller à beaucoup de bassesse, beaucoup de grabuge, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelque chose se passe, quand quelqu'un fait quelque chose et que tu lui dis que je vais t'amener vers le policier, il parle tout de suite de corruption. Il se dit, mais on vous connaît, peut-être que vous avez déjà corrompu le policier, c'est pourquoi vous me parlez de police. Ce qui fait que finalement, la police n'a plus véritablement le rôle qu'il avait, l'impact qu'il avait avant. Donc, je crois quand même que cette démarche de la direction de la police est la bienvenue. Et si elle pourra quand même permettre à ce que cette confiance merci perdue Adam Adjonou, vous en parlez retrouvée. aussi. Vision d'Afrique qui écrit: levé de bouclier du colonel Okpaoul Yaovi au corps de la police, le guide du policier, un référentiel de bonnes pratiques. Eh bien, le document vient d'être élaboré. Je suppose que c'est avec que tous les policiers y adhèrent. Maintenant, on les attend dans la mise en œuvre de ce référentiel de bonnes mœurs et de bonnes pratiques. Oui, de toute évidence, la mise en œuvre, elle est là. Mais vous savez aussi, bien avant même, disons, la confection de ce guide-là, il y avait donc ces outils-là qui étaient mis en place aussi par la hiérarchie et naturellement le ministère de la Sécurité, qui a un numéro vert où la population peut dénoncer donc des comportements indélicats de la part des policiers. Et par rapport à cela, je pense que ce guide-là naît, en fait, le colonel Okpaoul l'a bien indiqué, nous sommes dans une situation d'insécurité notoire, surtout en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Et par rapport à cela, il faut donc recréer encore une certaine confiance entre la population et sa police, la police qui est plus proche de la population. Par rapport à cela, il faudrait que les malfaiteurs ne puissent pas utiliser un peu les failles ou du moins les passerelles qui restent entre la population et la police pour donc venir frapper, parce que c'est tout le monde qui en pâtit. Par rapport à cela, je pense que ce guide-là est la bienvenue et recadre en réalité ce qui était toujours là, parce que il n'y a rien de nouveau. C'est quand même pour rappeler, en fait, c'est une certaine conjoncture de toutes les dispositions qui étaient là, où il a bien indiqué tel que le policier ne peut pas sortir de la maison sans son insigne, tel aucun policier ne serait sorti de sa maison sans maîtriser en réalité le contenu de ce guide-là. Donc par rapport à cela, ce sont des rappels des bonnes conduites que nous connaissons habituellement et que la police doit davantage maîtriser dans l'exercice de leurs fonctions, sachant que
personnellement aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui aller au-delà ou carrément à l'encontre de tout ce qui est contenu dans ce guide-là. Merci. La police qui a désormais son guide du policier, un référentiel de bonne pratique. Comme le rappelions, les magistrats ont leur directive du magistrat. Nous, les journalistes aussi, nous avons le code de la presse et de la communication, mais nous avons en interne le code d'éthique et de déontologie du journaliste. Mais les justiciables aussi ont aussi leur code, parce que n'oubliez pas, vous ne l'avez pas mentionné, le Conseil supérieur de la magistrature, en faisant donc le guide du magistrat, il a aussi conçu un guide pour les justiciables. Je l'avais rappelé. Eh bien, chacun, nous avons la loi, mais nous avons en interne les guides et les directives. Eric, Hugh Johnson, tout le monde a commencé par nous les journalistes. Il faut que chacun se conforme à son code en interne. Surtout le code d'éthique de déontologie, c'est le plus important pour nous, parce que vous savez, notre corporation, de tout temps on dit le quatrième pouvoir, mais comment nous-mêmes nous menons le travail pour lequel nous avons peut-être, puisqu'on ne prête pas serment, mais pour lequel nous nous sommes complètement dédiés. Il faut que nous respections les règles de jeu, que nous, par exemple, nous n'entrons pas dans la vie privée des gens, que nous donnons l'information et que l'opinion fasse son jugement par rapport aux informations que nous donnons. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe au niveau de la justice, il faut pas l'ignorer, les problèmes subsistent toujours. Il y a toujours des magistrats indélicats qui font des affaires avec ceux-là qu'ils appellent des apporteurs d'affaires, parce que eux, quel que soit votre niveau, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne gagnez pas des procès. Ce ne sont pas des lois ou des règles qui sont établies pour vous faire perdre des procès, mais c'est surtout des affaires à la justice. Et je crois que cela va pour tous les corps, pour tous les corps de métier, que chacun respecte son éthique, sa déontologie. Merci. Nous allons terminer ce petit tour par la nature, l'environnement et ce bel article que je trouve à la page 7 de l'Union pour la patrie. Vous nous parlez du commerce illicite de l'ivoire. Le Togo qui veut protéger ces derniers hippopotames et éléphants. Nous n'en avons plus beaucoup, parce que vous écrivez que pour ce qui concerne les éléphants, nous n'aurions qu'un petit troupeau de 100 à 350 individus qu'on ne trouve actuellement que dans la réserve de Fazao, Malfakassa. Donc nous voulons quand même protéger ce qui nous reste d'éléphants et d'hippopotames. Ah, mais c'est très important. Aujourd'hui, nous perdons tout de la nature, parce que nous détruisons nous-mêmes la nature. Et par nos habitudes, on coupe des plantes, des bois, on en fait ce qu'on veut, mais on ne cherche pas à remettre à sa place ce que la nature nous a donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez constaté, après autant de pluie, pendant ces 2 jours-là, il fait une chaleur de plomb qu'on n'arrive pas à supporter. Tout ça, c'est la dénaturalisation de tout ce qui nous entoure, de notre environnement, qui nous crée tous ces problèmes. Si nous avons encore quelques espaces animaux dans nos réserves, il faudrait qu'on les protège. Et je crois que l'autorité est en train de prendre des mesures pour que ces derniers mammifères aussi ne nous quittent pas totalement, parce que 350 éléphants, franchement, c'est rien du tout par rapport à la population de ces animaux qu'on avait dans le temps et qui faisaient la fierté du Togo, où il y avait des randonnées que les touristes venaient regarder gracieusement chez nous. Mais là, aujourd'hui, franchement, si nous ne
prenons garde, nous allons tout perdre et vraiment, on ne sait pas ce qu'on va réserver pour les générations futures. Protéger nos derniers éléphants, entre 100 et 150 éléphants que nous aurions sur le territoire dans la réserve de Fazao Malfakassa. Les hippopotames, on devrait en avoir un peu plus, notamment dans le cours inférieur du mono. J'ai même appelé un ami ce matin qui m'a appris que dans la préfecture de Yoto, non loin de Tomoti Konji et Tokli, il y a encore une réserve naturelle où les hippopotames sont vraiment protégés. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les populations environnantes elles-mêmes qui veillent à ce que danger ne soit pas fait à ces mammifères-là. Voilà, ces informations tous azimuts. Nous embrayons maintenant sur l'économie, mais commençons par cette dépêche. Si je vous demandais où se trouve Kwame Klasu actuellement, en Allemagne. Eh bien, Kwame Klasu, le Premier ministre se trouve en Allemagne depuis. Il est arrivé hier pour une rencontre qui doit commencer aujourd'hui même. C'est le G20 ou bien le Compact Africa, cette initiative que la chancelière Angela Merkel a lancée depuis il y a déjà quelques années. Eh bien, c'est le Premier ministre, c'est l'homme Kwame Klasu qui représente le Togo, qui représente le chef de l'État. C'est juste la dépêche que nous avons au fur et à mesure que nous aurons le développement. Nous partagerons avec vous, à moins que quelqu'un ait déjà un nouveau développement à nous apporter. Germain? Non, pas encore. On s'en tient pour le moment à la dépêche. Non, mais moi je vais placer un petit oui. Quand même, il faut le dire, parce que l'Allemagne a constaté qu'aujourd'hui, parmi les milliers d'entreprises, vous savez, c'est la première puissance économique de l'Europe, et par rapport à cela, elle a des milliers d'entreprises, et elle a constaté que ces entreprises-là ne traitent pas assez avec les pays africains, et par rapport à cela, elle veut démystifier en réalité, disons, cette pratique-là qui s'est ancrée, voir quels sont les rouages qu'il faut pour que les entreprises allemandes puissent investir un peu le marché africain et tirer le meilleur profit de ce marché-là. Donc un peu, c'est l'idée phare qui sous-tend un peu l'organisation de ce G20-là. J'estime que le Togo étant donc dans cette pente-là, de pouvoir réellement rehausser un peu son économie, il tirera bon profit quand même de cette ouverture offerte par la chancelière. Merci, on partage la dépêche demain, après-demain, quand nous en saurons beaucoup plus. Nous vous en parlerons, mais on peut déjà revenir sur la visite qu'a opérée dans notre pays la semaine dernière le milliardaire chinois Jack Ma. Même si ça n'a été qu'une visite de quelques heures, cela laisse des traces. La preuve, l'Union pour la patrie qui écrit la page 4, soutenir et inspirer une économie plus durable et plus inclusive. $1 million de Jack Ma pour 10 entrepreneurs africains. Attention, c'est pas togolais. Non. $1 million pour 10 entrepreneurs togolais. Mais je parie qu'il y a quand même un Togolais au moins dedans. Un Togolais, une Togolaise. Eric, on en saura pour le moment. On n'en sait rien. Eh bien, Vision d'Afrique aussi, Adam Adjounou, vous aussi, vous écrivez que la fondation Jack Ma prime les entrepreneurs africains, $1 million pour 10 entrepreneurs africains, mais il faudra mériter ce $1 million, n'est-ce pas? Oui, il faut reconnaître. Le micro? Oui, c'est $1 milliard pour 50 pays en réalité du continent qui ont présenté leur demande de candidature par rapport disons, à ce. C'est un concours dont la finale donc a été donc proclamée. C'est par rapport à cela. Et puis le projet s'appelle Africa Netpreneur Prize. Donc c'est par rapport à cela que l'entrepreneur milliardaire chinois a voulu bien primer ces entreprises-là dont nous avons fait cas dans le journal. Il y a pas mal de liens qui vont directement sur les entreprises qui ont postulé et les finalistes qui ont été retenus pour concourir et partager le gâteau de $1 million. C'est pas petit, c'est beaucoup. Merci. Ça, c'est la visite de Jack Ma côté endroit. Maintenant, reprenons la même visite côté envers. Et là, c'est l'Indépendant Express qui écrit, lui, à la page 5. Jack Ma, les leçons du patron d'Ali Baba aux 40 voleurs du Togo. Vous rappelez le film, là, Ali Baba et les 40 voleurs. Eh bien, pour l'Indépendant Express, les leçons, Ali Baba est venu donner des leçons aux 40 voleurs du Togo. Quels sont ces voleurs?
Peut-être que vous les trouverez à la page 5 Il y a plus de 40 voleurs Express. au Togo. Il y a? Je crois qu'il y a plus de 40 Vous les avez comptés? Oui, je les ai Ok, comptés. moi je ne sais pas trop. Par contre, je lis à la page 3 de votre journal à Topani, vous écrivez opportunité et espoir pour les jeunes. Visite de Jack Ma à Lomé, la grande déception made by Sina Lawson. Petit commentaire? Oui, exactement. Vous avez tous suivi avec nous tout ce qui a tourné autour de cette visite. Déjà en commençant par les préparatifs de cette visite, et on a eu comme l'impression que c'était une affaire typiquement Sina Lawson, parce que c'est quand même une affaire d'État où l'image de la présidence aussi a été associée, et donc normalement c'est une affaire à laquelle tout le Togo, toutes les couches qui interviennent un peu dans ce domaine d'action devraient en principe être portées. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que c'est seulement la ministre Sina Lawson qui a à elle seule piloté tout le projet. Et depuis le début, nous avons, en tout cas au journal à Topani, constaté un amateurisme qui ne dit pas son nom. Et déjà en commençant par les sites qui ont été créés ou qui appelaient les gens à s'inscrire. Beaucoup se sont inscrits, mais quand vous inscrivez, vous n'avez aucun retour. Des gens se sont inscrits, ils n'ont eu aucun retour jusqu'à la dernière minute. Et c'est pratiquement à quelques heures de l'ouverture, disons, de la visite, de l'événement, qu'on nous a publié une liste de 21 personnes. Comment pouvez-vous imaginer qu'un certain Jack Ma, qui en principe fait des tournées en Afrique, dans beaucoup de pays africains, et où il parle à beaucoup de jeunes, à des jeunes ambitieux qui ont pour rêve de révolutionner les choses en Afrique, et qu'au Togo, c'est seulement 21 personnes qu'on présente à ce monsieur pour échanger. Déjà à ce niveau, il y a eu problème. Maintenant, ceux qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas eu gain de cause, aujourd'hui sont aussi là. Des gens se sont inscrits et aujourd'hui, ils ne savent même plus s'ils avaient été retenus ou non. S'ils n'ont pas été retenus, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas été retenus? Non, ils ne savent pas. Et l'autre aspect de la chose, c'est que normalement, le chef de l'État aussi devrait être à ce rendez-vous, mais bizarrement, à la dernière minute, et il a jugé bon aussi ne pas être là, et c'est finalement Sina Lawson et Jack Ma, et en plus des 21 personnes qui ont juste animé ce que nous avons appelé comédie. Et aujourd'hui, nous, en tout cas au journal à Topani, quand on nous demande ce que cette visite a véritablement apporté à notre pays, il nous est difficile de le dire, d'autant plus que ceux qui devraient en principe être à ce rendez-vous n'y étaient pas. Normalement, à ces gens de rendez-vous, on devait l'amener peut-être au campus de Lomé, face aux étudiants et aux gens porteurs de projets, d'initiatives, afin qu'ils puissent partager ces expériences et qu'ils puissent aussi inviter la jeunesse à œuvrer dans le bon sens des choses. Mais malheureusement, c'est à la présidence, à l'ancienne présidence, au palais qu'on a fait cette visite, et c'est Sina Lawson à elle seule qui était en même temps disons celle qui animait et celle qui jouait en même temps. La chairwoman. Elle était en même temps l'organisatrice, elle était la chairwoman, elle était la modératrice, elle était celle qui contrôlait tout ce qu'il y avait comme output et input. Donc finalement, la visite n'a accouché que d'une souris. Voilà. Bon, oui, effectivement, Eric, on peut dire que cette affaire-là, c'est une montagne qui n'a accouché que d'une petite souris. Vous vous rappelez un communiqué que le service de la presse de la présidence avait annoncé que avec l'arrivée de Jack Ma ici au Togo, le chef de l'État Faure Gnassingbé allait s'adresser à la jeunesse togolaise et africaine. Beaucoup de bruit qui avait commencé à se faire, et puis la visite est passée pratiquement inaperçue dans ce coin-là du nouveau palais en réaménagement. Et puis on découvre que Jack Ma n'est pas venu spécifiquement au Togo. Il n'est passé qu'au Togo dans le cadre d'une tournée africaine. On dirait que la présidence a annoncé quelque chose qu'on n'a pas vu. Non, c'est vrai. Quand nous considérons le format de cette organisation, on peut tout de suite conclure qu'il y a eu des ratés. Mais moi, je prends le truc un peu plus positivement en me disant, Jack Ma
a dit quelque chose de très important. Et c'est ça, moi, je prends comme, je sais pas, argent comptant par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. L'organisation, les journalistes, je ne sais pas, ceux qui ont été pour couvrir cet événement, je n'en connais pas, à part la presse d'État. Les journalistes privés n'y étaient pas. Nous tous, nous avons suivi le truc à la télé, mais le plus important... Sur Facebook. Mais le plus important pour moi, c'est ce que Jacques Ma a dit aux jeunes entrepreneurs, surtout quand il prend ces 4 E. Le I, entrepreneuriat, I, gouvernement, I, infrastructure et I, éducation. C'est-à-dire que moi, quand je prends tout ça, je dis, il m'a donné quelque chose. Au fait, il m'a ouvert les yeux sur quelque chose que j'étais capable de faire, mais que j'ignorais. Je pense que ça va être ainsi pour beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. Mais le format, en réalité, tout ce qu'on avait annoncé, le chef de l'État allait discuter avec les jeunes, tout ça, tout le monde s'y attendait. Mais patatras, c'était pas ce qu'on a retenons vécu. Au moins les 4 E, et laissons le format. Sinon le contenant allait déteindre négativement sur le contenu. Adam Adjounou. Oui, c'est vrai que vous l'avez dit tantôt, ils ont annoncé réellement que à l'occasion de cette visite-là, Faure Gnassingbé, le président de la République, allait faire une annonce, disons, peut-être rattraper une rencontre de jeunes dont on nous avait annoncé qui n'a jamais eu lieu. Mais au-delà de tout, je pense que aujourd'hui, l'interface de Jacques Ma, c'est sa fondation en réalité. Et je pense que, en fait, Jacques Ma aujourd'hui est une référence. Et par rapport à cela, sa rencontre voudrait en réalité, l'idée qui sous-tendait un peu cette rencontre-là, c'était pour mettre les jeunes ensemble et démystifier en réalité comment les gens sont parvenus à être aujourd'hui milliardaires. Et par rapport à cela, je suis d'accord qu'on ait invité beaucoup de peut-être les journalistes ou les jeunes africains, mais en réalité, on peut quand même pas inviter tous les jeunes, disons, entrepreneurs à la rencontre de Jacques Ma, mais il faudrait partager en réalité les idéaux, les idées qui viennent véhiculer à travers cette tournée-là, cette grande tournée de la sous-région. Le meilleur canal que les gens partagent cette énergie-là, c'est qu'il soit là avec le Jacques Ma. Eh bien, contentons-nous quand même du contenu, au moins les 4 E qui nous a laissé oublier un peu le contenant. Mais c'est quand même l'occasion, Eric, c'est quand même l'occasion de rappeler que c'est quand même la présidence de la République et tous les événements qui sont organisés, qui sont lancés au nom de la présidence de la République doivent avoir une certaine emphase. Oui. Là, je pense qu'on peut être d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Vous savez, nous-mêmes, tout comme les autres confrères, on a appelé qui on peut appeler, on a écrit à qui on peut écrire pour que nous puissions assister à cet événement et le porter plus haut. Parce que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est ce que nous avons vu enfin, auprès de nos collègues de la TVT. Mais maintenant, les questions que les jeunes ont posées à Jacques Ma, est-ce que ces questions, puisqu'il y a eu une transcription, une traduction de tout ça, est-ce que c'est l'essence même de ces questions-là qui ont été posées à Jacques Ma pour avoir ces réponses? La presse doit jouer son rôle. Je pense que, franchement, il y a eu une ratée à ce niveau-là, mais contentons-nous quand même de ce que nous avons eu. On se contente quand même du peu, mais en tant que Togolais fier, je souffre dans mon âme qu'on qualifie de raté ou d'amateurisme, quelque chose qui a été annoncé au nom du président de la République. C'est notre part pour que le Togo... Non, de toutes les façons, ce sont des hommes qui supportent un peu les projets portés par la présidente de la République, et par rapport à ça, c'est pas pour la première fois qu'on constate en réalité des ratés dans les organisations. Et nous estimons qu'à l'avenir, pour que la présidence puisse prendre les dispositions et convier ou du moins s'associer aussi bien la presse
privée à ces organisations-là Oui, pour justement, mieux, lorsqu'on met le nom du chef de l'État sur un événement, il faut que il soit bien organisé, on met tous les ingrédients qu'il faut pour sa réussite. Ça c'est clair. Il faut comprendre. Alors, de cette exhortation, nous passons au processus électoral en 2020. Et juste que ces dépêches, et la CENI qui travaille à la formation des opérateurs de saisie, nous savons tous, Germain Doubédi, puisque le décret a été pris il y a déjà, depuis la semaine dernière, qu'il sera procédé à la révision des listes électorales du 29 novembre au 1er décembre. Et comme qui veut voyager loin doit prendre les dispositions à temps, la CENI a ouvert depuis hier la deuxième formation pour les opérateurs de saisie. Oui, le moins qu'on se dit, c'est que le processus, en tout cas la machine, est huilée pour la présidentielle de 2020. Quand vous voyez tous les signaux, c'est ouvert pour la présidentielle 2020. Au niveau de l'organisation, comment l'a dit-on, la Cour constitutionnelle a donné l'intervalle de temps que la présidentielle doit avoir lieu. La CENI s'est mise sur met le dossier double pour organiser la formation des agents des OPS et aussi la révision, la fourchette de la révision aussi est maintenant fixée. Donc ça veut dire que nous tenons lentement mais sûrement vers la présidentielle, et aussi les demandes de l'opposition par rapport à l'amélioration du cadre électoral, par rapport aux prises de langue pour organiser de façon consensuelle peut-être la présidentielle, d'une façon ou d'une autre en train d'être prise en compte. Si nous nous référons aux informations selon lesquelles le ministre de l'administration territoriale devrait raconter les formations politiques ce soir, et donc je me dis, dans le contexte actuel, nous sommes dans la droite ligne vers les présidentielles de l'année prochaine. Et dans la droite ligne, pendant que la CENI forme les opérateurs de saisie, Togo Matin nous apprend que l'ANC appelle les Togolais à s'inscrire sur les listes électorales. Ce sera du 29 novembre au 1er décembre prochain. Et cette information qu'on a eue ce matin, qui circule déjà sur les réseaux, Eric Johnson, vous savez que il y a beaucoup d'appels de l'ANC à la C14 en passant par Akboibo, Akboyome, le mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo, le groupe autour de Monseigneur Kojiro, dont j'oublie le nom. Beaucoup de personnes. Émergence, non? Émergence. Beaucoup de personnes appellent. Certains carrément demandent qu'on suspende tout le processus électoral, mais beaucoup demandent qu'on aille à un dialogue pour s'entendre de façon consensuelle sur les conditions d'organisation de ces élections. C'est dans cette ambiance-là que nous apprenons que le ministre Padoa Boupessi va rencontrer incessamment sous le coup de 15 heures les partis politiques et également toutes les instances qui tournent autour du processus électoral au cours de cette rencontre à 15 heures. Pour le moment, c'est une dépêche parce qu'on ne connaît pas encore lors du jour de la réunion les thèmes qui seront débattus. Les tenants et les aboutissants surtout. Mais je pense que nous sommes dans un pays qui se veut régalien, qui se veut respectueux de sa constitution, etc. Donc, à partir de ce moment, le processus électoral est déjà enclenché. C'est vrai que les négociations politiques priment parfois sur la loi. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas ce qui peut empêcher ou faire arrêter ce processus qui est déjà parti sur Eric, de bonnes bases. Accord politique peut toujours un peu... C'est ce que je disais, ce que je disais tantôt, que c'est vrai que les accords politiques priment sur la loi. Néanmoins, qu'est-ce qui sera la base de tout ça? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui amener les hommes politiques à décider de la suspension de ce processus-là? Un parti qui demande déjà aux gens d'aller se faire recenser. L'ANC. Mais le même parti dit il faut qu'on arrête le processus électoral. Il n'a pas dit publiquement qu'on suspende le processus. Mais qu'il faut qu'on aille au dialogue. Non, Eric, nous sommes en période sensible. L'ANC, à ma connaissance, l'ANC n'a pas demandé la suspension du processus. L'ANC demande
a rencontré le chef de l'État pour s'entendre sur les conditions de meilleure organisation de transparence. Oui. C'est les autres qui demandent la suspension. Oui, globalisons. Globalisons. Nous, ce que je dis, c'est que les gens veulent une chose et en même temps son contraire. C'est ce que je ne comprends pas. Le processus est déjà enclenché. Tout le monde, quand vous les voyez tous dans leurs sorties médiatiques, etc., ils parlent du processus électoral. Nous allons voter, nous allons tout faire pour que tel parti ne gagne pas, nous ne voulons pas faire d'alliance parce que... Mais tout le monde est déjà dans le processus. Maintenant, quel sera l'objet qui va faire en sorte que ces politiques-là vont s'entendre pour arrêter le processus? Ma question se trouve à ce niveau. Eh bien, peut-être que nous en saurons davantage quand la rencontre là, entre le ministre et les parties prenantes de cette élection auront lieu. Mais pendant que certains demandent à dialoguer, que d'autres demandent qu'on suspende, il y a d'autres encore qui demandent calmement de redescendre dans la rue. C'est ce que écrit un peu l'Indépendant Express qui écrit au lieu de quémander un dialogue, l'opposition devrait remobiliser la rue. Et justement hier, Togo Debout a lancé, a rencontré la presse, a fait diffuser un document, et ce dont parle Liberté, qui écrit donc mobilisation contre la mascarade électorale en vue. Je lis bien, mobilisation contre la mascarade électorale en vue. Togo Debout annonce 2 manifestations les 23 et 27 novembre prochains. Voilà les dépêches que nous avons sur le processus électoral. Adam Adrounou. Oui, avant même de revenir sur la question de la remobilisation de la route, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, étant donné que la rencontre avec les partis politiques annoncé par le ministère de l'administration territoriale augure de bons auspices dans la mesure où aujourd'hui on prudence, attendant que la rencontre. Non, je suis d'accord. On n'a pas, disons, les thèmes de référence concernant l'agenda, certes, mais on estime que il y a très longtemps que beaucoup de partis politiques signifiait qu'il devait y avoir une rencontre au moins pour débattre des grands sujets qui minent un peu l'actualité, ou du moins parler de ces élections-là. Et par rapport à cela, nous ne rentrons pas forcément dans le vif du sujet, mais le fait qu'il y ait déjà cette bonne foi de pouvoir les rencontrer prouve directement qu'il n'y a pas un processus, disons, il n'y a pas de sujet tabou, ou du moins c'est un processus occulté. Et par rapport à cela, parlant donc de la remobilisation de la route, je crois savoir que ce ne sont pas des partis politiques qui demandent à remobiliser, ou du moins à redescendre dans la rue. Ceux-ci témoignent, du moins s'ils sont acceptés, ils ont eu l'autorisation, du moins ça, à pouvoir donc projeter ces manifestations-là. Je pense savoir que aujourd'hui, on peut estimer que la loi qui était décriée concernant donc les manifestations de la route, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les contours sont mal connus, ou du moins ficelés, ou du moins de la communauté internationale qui, du moins la plupart du temps, les gens ont infecté disant que le Togo, il y a eu donc arrêt, ou du moins le Togo ne permet plus à ce qu'il y ait eu cette liberté d'expression dans ce qui concerne donc les manifestations, vient d'être levée. Donc j'estime qu'il y a dans ces passerelles-là qui sont réservées, du moins ce que ce soit au niveau des partis politiques, ou du moins des associations affiliées ou non affiliées à ces partis politiques-là, où on peut néanmoins remobiliser la rue ou recommencer les manifestations. Et c'est là, je pense que c'est une très bonne nouvelle que moi j'apprécie. Merci. Donc je rappelle les dépêches qu'on a partagées avec vous aujourd'hui sur le électoral. 1. La CENI qui a lancé depuis hier la deuxième phase des opérateurs de saisie qui devront travailler pour la révision des listes électorales du 29 novembre au 1er décembre. Recensement ou bien révision électorale pour laquelle l'ANC appelle les Togolais à aller s'inscrire. Et puis nous apprenons cette rencontre qui va se tenir à 15h entre le ministre Paedoa Boukessi, les partis politiques et toutes les instances liées aux élections. Et pour clore tout ça, Germain Doubidji, Interfax Presse nous parle dans le sillage de cette élection présidentielle, les postures à éviter, les postures à adopter. Oui, les postures à adopter, c'est aussi, par exemple, de ne pas se focaliser sur des exigences irréalisables ou des exigences utopistes aussi. Maintenant, quand nous prenons ce contexte aujourd'hui, le recensement électoral... révision des listes électorales. Oui, je vais continuer. Nous prenons dans ce contexte, le recensement électoral ne pourra pas avoir lieu, on aura une révision. Et si nous avons dans nos exigences la révision, le recensement électoral, eh bien, je crois que c'est une posture irréalisable. Et donc,
parlant des postures utopistes, c'est-à-dire nous demandons par exemple le report de ce scrutin, alors que ça se fait suivant un calendrier régalien et un calendrier de la République togolaise. Je ne pense pas, oui, il peut y avoir des négociations politiques, mais nous avons connaissance au Togo comment nous tenons au respect du calendrier républicain par rapport au scrutin. Et donc, ce serait un peu utopiste dans l'heure actuelle de vouloir justement le report de ce scrutin et de la voix. Donc, nous allons aussi peut-être aux discussions, je ne sais pas si c'est un dialogue. Et là, c'est à nous de savoir, nous politiciens, les politiciens plutôt, de savoir maintenant quelle posture adopter là. Et de l'autre côté, nous sommes au moment des révisions des listes électorales. La bonne posture, à mon sens, c'est d'appeler les populations à aller se recenser. Et ceux qui sont des majeurs, ceux qui ne l'avons pas fait avant. Merci, Germain. Les auditeurs me signalent qu'il est 12h et qu'il est l'heure pour eux d'entrer en ligne sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Il ne devrait pas manquer de sujets. On a parlé plein de choses aujourd'hui. L'environnement, la justice, la police, l'économie, Jack Ma, plein de choses. J'espère que les auditeurs seront aussi diversifiés que nous l'avons été dans nos débuts, dans nos débats plutôt. L'ami Yao en ligne, bonjour. Alors, bonjour. Oui. Bon, vous intervenez sur quel sujet, s'il vous plaît? Par rapport à 2 points. Oui. L'arrivée de Jack Ma. Vous voulez parler directement dans le téléphone, s'il vous plaît? L'arrivée de Jack Ma. Oui. Et puis, l'émergence, Monseigneur Kodjo. Nous vous suivons mal, s'il vous plaît. Je vous ai parlé par rapport à l'arrivée de Jack Ma. Oui. Et puis, pour Monseigneur Kodjo. Ok, allez-y. Donc, pour l'arrivée de Jack Ma, je félicite la présidente de la République pour le projet, mais ce qui a manqué, c'est que, par exemple, au moment de la sécurité maritime, la façon dont ils ont fait la publicité à travers le pays, ceci a manqué sérieusement. Au fait, c'est sur le stade, ou bien palais des congrès, ou bien même dans un ancien à l'université qui devrait organiser pour inviter la plupart les jeunes entrepreneurs pour que chacun puisse s'imprégner des conseils de M. Jack Ma. C'est ça. Donc, c'est le premier point. En ce qui concerne Monseigneur Kodjo, je voudrais dire que c'est un prélat. Je dirais que c'est lui et que les collectifs au Togo debout qui ont fait que la C14 n'a pas pu participer aux élections de 2018. Je parle des élections législatives. Sinon, la C14 en elle-même voulait participer à cette élection. Mais c'est eux qui ont empêché la population à ne pas aller se faire enrôler. Et au finish, il y a eu le château dans l'ensemble. Merci. Je rappelle, là, c'est votre version des faits. Encourager les gens à se faire recenser. Merci. C'est la version de l'auditeur. Pourquoi l'opposition n'a pas participé aux législatives de 2018? L'ami Manglo, bonjour. Bonjour, oui. Ça, vous voyez que j'ai bien retenu la leçon d'hier. Ce n'est plus ancien. Okay. Eh bien, c'est l'une des rares émissions au cours de laquelle vous nous avez fait des annonces qui normalement devaient réjouir tous les Togolais. Seulement, la plupart des Togolais sont devenus des Saint Thomas, y compris vous-même et moi. Nous sommes devenus des Saint Thomas, si bien que ces annonces sont perçues comme des mirages. Et tiens, je donne l'exemple, par exemple, de actions qu'ont écouté certains la communication se dégrade. Oui, je vois. Ça va, je vois maintenant. Ok, allez, continuez un peu. Alors, mon magistrat, cette annonce devait nous réjouir. Mais je vous convie vendredi à Tchézier. Vous verrez les démarches judiciaires sans audience rentrer chez le président du tribunal. Et ça coule, vous êtes là à les regarder. Parlant de la CNDH qui a écopé un grade, je crois bien, de A, ils sont arrivés à B ou bien à C, n'est-ce pas? Mais ils sont remontés maintenant au statut A. Au statut A. Voilà. Alors, ça devait nous réjouir. Mais on attend l'enquête. La CNDH s'est saisie d'un dossier brûlant qu'on appelait le chef subétiaire. Ce dossier, on l'attend sur ce point-là. Alors, voilà. Merci Maglo d'avoir embrassé beaucoup de sujets. Nous passons maintenant à l'ami Kolani. Bonjour. Allô, bonjour Sas. Oui. Non, moi je veux parler de notre ami Ali Baba. Vous savez, il y a plusieurs Jack Ma au Togo. Ah bon?
Oh non, on n'a pas besoin qu'ils viennent. Mais entreprendre, monsieur Sass, moi, Kolani, je suis un entrepreneur. On sait bien qu'on commence par 0 francs. C'est la tête, c'est dans la tête qu'il faut fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il va venir montrer? Par exemple, sur votre plateau, on dit qu'il veut donner de l'argent. Lui-même, il a dit qu'il a commencé à 0 francs. Il veut donner l'argent à qui? Ils ne sont pas des consommateurs. On peut initier. Le chef de l'État n'a qu'à comprendre. Cette climat politique-là, où on ne prend pas les gens, les compétents, on ne punit pas. Mais je vous ai dit ça hier sur ce plateau-là, qu'en Chine, un corrompu ou bien les corrupteurs ou bien les voleurs de la République sont condamnés à mort. Mais est-ce que nous avons ça sur la tête de nos aïeux? Jack Ma ne peut pas venir planter quelque chose sur une terre où le terrain favori, c'est la corruption, c'est le vol et l'impunité. Mais nous avons ça pleinement. Vous êtes des génies là-bas. Nous demandons seulement ceux qui nous gouvernent de laisser le génie, la potentialité des jeunes, de tout un chacun, d'exceller. C'est tout. Il ne faut pas étouffer les gens. Merci, Hein, merci. c'est tout. Et puis pour finir là, monseigneur Podjo, il ne faut pas que les gens parlent de Podjo. Podjo en tant qu'individu veut seulement l'instauration de la démocratie pour que chacun puisse être libre. C'est tout ce qu'il veut. C'est pas qu'il est pour quelqu'un ou bien il est contre quelqu'un. Les gens parlent qu'il est pour l'opposition. Non, il a demandé à voir le chef de l'État, il ne le reçoit pas. Le chef de l'État qui ne peut pas recevoir ce monsieur, son grand-père ou bien son papa. Le chef de l'État n'a qu'à être plus sérieux que ça. Merci, merci l'ami Kolani. Nous passons à monsieur Taïrou. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, J'aimerais passer à l'émission. oui, vous y êtes. Moi, j'aimerais revenir sur les révisions des listes électorales. Oui. Moi, je vois que les 3 jours qu'on nous a accordés sont insuffisants. Les 3 jours sont insuffisants. C'est comme ils veulent nous imposer à nous, le peuple. Oui. Et c'est à nous d'élire notre président et pas à eux d'élire notre président. Oui. C'est ce que moi je remarque. Ok. Et moi je veux que si on revoit Africa, si c'est ça à 2 semaines ou à 1 semaine, je vois que tout le monde pourrait voter. Mais les 3 jours, je ne sais pas si tout le monde pourrait voter. C'est pas nous qui veulent nous imposer. Quand on est prêt à faire la marche dans les rues pour revendiquer ce qui est en notre droit. Merci. Je retiens que l'ami Taïrou trouve que les 3 jours pour la révision des listes électorales sont insuffisants. Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et bonne émission. Merci. Moi, je voudrais appesantir un peu sur le document des policiers, là. Le guide. Voilà, le guide. Oui. Et je ne sais pas si vous avez en possession de ce guide-là. Oui, des confrères l'ont. D'accord. Notamment les 2 journaux qui en ont parlé dans leur colonne, Atopani et Vision d'Afrique. Si vous les approchez, vous pourrez avoir copie du guide des policiers. D'accord. C'est un bon boulot qu'ils font, ces policiers-là. Mhm. Mais ce qui m'intrigue, c'est que il y a un numéro qu'on donne aux taximens là. Je ne sais pas si c'est dans leur document. Quand les taximens quittent, par exemple à Tigame, il y a un code. Même quand ils violent le feu rouge, arrivés au feu rouge, ils violent le feu rouge. Quand les policiers du feu rouge les arrêtent, ils donnent seulement le code et puis ils passent. Je ne sais pas si c'est contenu dans leur le code, c'est quoi? C'est un numéro qu'on leur donne. Ah, vous êtes policier ou taximan vous-même? Moi, je prends souvent le taxi. Merci. Donc quand vous êtes dans le taxi, quand le taximan arrive au feu rouge, il donne seulement, même quand il est surchargé, il donne seulement le numéro et puis ça passe. Donc vous voulez dire qu'il y a encore beaucoup de pratiques indélicates que la police devra éradiquer en son sein. Merci beaucoup Sylvain Agbaï. Adjovi, bonjour. Bonjour monsieur Sass. Oui, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je me porte à merveille. Je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Et je voudrais dire un petit peu. Et concernant le Jack Ma ou ce monsieur que vous dites là. Jack Ma, oui. Jack Ma. Oui. C'est maintenant que moi j'ai appris qu'il y a quelque chose qui s'est passé comme ça. Est-ce qu'on a fait la sensibilisation avant l'arrivée? Joby, vous vous rappelez, nous-mêmes, nous en avons parlé certain nombre de jours ici au club de la presse. Ok. Il faut qu'il nous fasse des choses de concret. C'est ça seulement que les Togolais veulent. Merci. Pour ce qui concerne Monseigneur Podjo, Monseigneur Podjo, c'est un grand homme. Et cet homme n'est pas un bébé. Ce qu'un grand est assis, ce qu'il voit, tu peux monter au ciel, tu ne verras rien. Il faut qu'on comprenne ça. Et on l'accepte et écouter ce qu'il veut dire.
Oh, et on prend ça en compte, le Togo avance. Merci. Oh, s'il vous plaît, mettons balle à terre. Merci. Merci à Jovi. Nous passons à l'ami Georges. Bonjour. Salut. Oui. Tout le monde. C'est à propos de Jack Ma. Oui. Il a commencé son entreprise avec $1, l'équivalent de 600 francs CFA. Au Togo, 5 personnes ont détourné 17 milliards. 17 milliards d'entrepreneurs. Secondo, quand il y a négociation politique, les journalistes doivent se taire parce que quand le journaliste même nous dit que les négociations politiques priment, il n'y a pas de commentaire à faire. On a besoin de ce temps-là pour parler d'autre chose. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, pour dire que on a parlé de la directive des magistrats, on a parlé du guide pratique des justiciables, le Conseil supérieur de la magistrature punit en son sang, mais Eric Johnson, les auditeurs nous dire que il y a encore beaucoup de brebis galeuses au sein de la justice. Ah mais c'est clair. Il suffit d'aller au tribunal pour assister à des jugements et vous allez comprendre que le droit n'est pas dit. Parce que vous imaginez, je prends un exemple très simple de ce qui s'est passé il y a juste quelques semaines. Une dame qui s'est mariée à un expatrié et au bout de quelques années, après 2 enfants, le monsieur, il vit au Togo, mais il s'occupe pas de sa famille. La dame, elle se bat pour nourrir les enfants, les éduquer et finalement, un matin, le monsieur débarque chez elle avec une ordonnance. Je ne sais pas de quel juge c'est encore, une ordonnance pour enlever tout ce qu'il y avait comme matériel dans la maison, soit disant que tout appartient au monsieur. Et la dame, dans sa folie, elle a été obligée de porter la main sur le monsieur pour dire, tu as les factures de tout ce que tu dis là? Le monsieur dit, je les ai achetés et on a tout enlevé. Aujourd'hui, cette affaire-là est pendante à la justice. Et vous imaginez le magistrat, tous les jours, lorsque le monsieur n'est pas là, on ne parle pas de l'affaire, on repousse l'affaire. Il faut que le monsieur soit là parce que un avocat et un apporteur d'affaires qui sont qui sont avec le monsieur viennent tous les jours raconter. Beaucoup d'indélicatesse encore que monsieur Gamato et ses camarades doivent vraiment enlever de notre justice. L'ami Kokou, bonjour. Bonjour monsieur Sass. Oui. Bonjour le plateau. Merci. Je voudrais demander à tes confrères, avant d'être journaliste, on est togolais. Donc je voudrais savoir, lorsqu'on essaie de ne pas respecter André républicain ou bien faire les choses, et qu'on veut respecter le calendrier républicain ou mal faire les choses, lequel est bon pour notre pays. Et concernant la CNDH, vous parlez ils ont changé de local. Je voudrais passer par votre antenne pour interpeller la CNDH qui s'est auto-saisie d'un dossier des braqueurs tués. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce que nous avons ce dossier? Est-ce que je vais passer par le canal de votre chaîne? Merci. Avant vous-même, nous avons rappelé, d'autres auditeurs aussi ont rappelé à la CNDH que c'est bien de changer de siège, c'est bien de redorer également son blason, mais il y a des affaires pendantes que la CNDH a ouvertes. On l'attend au rendez-vous. Quant à votre question, entre respecter le calendrier républicain et mal faire les choses, et violer le calendrier républicain et bien faire les choses, qui veut répondre? Germain? À mon sens, le problème, c'est de respecter le calendrier républicain et de bien faire également. Merci beaucoup. Et je pense tenir dans le calendrier, mais également bien faire. L'ami Taïrou en ligne, bonjour. Bonjour, je suis encore revenu. Oui, bon retour. Merci, je suis revenu pour M. Kodro. Oui. Moi, je vois que ce que M. Kodro fait, c'est un citoyen comme il doit le faire. Et je vois que ceux qui sont contre lui sont des faibles. Il c'est un homme. Et je suis revenu sur ce qu'il y a un journaliste qui a dit qu'on a modifié le droit de manifester, donc il n'est pas sûr si on peut manifester. Oui. Moi, je leur dis que c'est faux. Si
si nous décidons aujourd'hui, nous allons manifester là où nous voulons. Merci beaucoup. Nous attendons vos démarches et la réponse que le ministre Bayadou Aboukossi vous fera. L'ami Eric, bonjour. Oui, bonjour, Stat. Oui. Oui, c'est pour intervenir. Oui, vous êtes en direct. Oui, et Monseigneur Kodjola, c'est eux qui ont gâté le pays là. Depuis les années 90, qu'est-ce qu'il a foutu? Il est qui et le président de la République va le recevoir? Il n'a qu'à se faire voir ailleurs. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le président de la République, fort, Monseigneur Kodjola, c'est quand même... Oui. Il doit être candidat. C'est lui notre champion. Il doit être candidat et il doit gagner un coup KO. Parce qu'il a mis le plan. Mais on n'a pas encore fait les élections et vous déclarez un coup KO? Un coup KO, je vous assure. Ok. Nous verrons toujours au moment quand l'élection se fera, si nous aurons le président élu déjà au premier tour, ou bien si on sera contraint d'aller au second tour. Parce qu'il a beaucoup de promesses. Allô? Oui, oui. Oui, il a beaucoup de promesses pour sa jeunesse. Il a le BND en première position. Oui. Il va revaloriser la grille indiciaire. Oui. Il va donner un an de départ à tous les retraités. Et vous trouvez que c'est après 14 ans de pouvoir qu'il maintenant tient des promesses? Ah, mais lui ne sert de ce préfet. Il faut partir à point. Merci beaucoup, l'ami Eric. Patrick, bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais dire une chose. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je voudrais dire une chose. Oui, dites. Monseigneur Kodjo, c'est un prélat. Il est émérite. Il est en retraite. Regardez Monseigneur Pariga, tout comme l'autre Tapa, celui de Lomé. Il faut une certaine humilité en soi. Et dans le prélat, c'est lui, en réalité, qui devrait conduire ce pays à bon port. Mais moi, je vois que je ne suis pas contre lui. Mais il ne fait que diviser ce pays. C'est une erreur en invitant les gens de suspendre les choses. Par exemple, actuellement, le président de l'ANC a invité la population à se faire recenser. C'est une bonne chose. À partir du moment, Monseigneur, celui qui est censé a conduit le pays à bon port. Il est en train de le pays. Ce n'est pas une mauvaise chose. Merci Patrick. C'est vrai que on peut dire que le nom même de Kodjola divise jusqu'aux auditeurs, pendant que certains trouvent que ce qu'il fait est bien, d'autres trouvent que c'est plutôt l'antipode. C'est ça également la démocratie, les opinions contradictoires. L'ami abonné, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. J'aimerais faire deux observations. Allez-y. Oui, la première observation, quand on critique le Monseigneur Kodjola en bien ou en mal, vous, en tant que quatrième pouvoir, qu'est-ce qui arrange le pays? Qu'est-ce qui arrange le pays? C'est ça la première observation. Deuxième observation, c'est par rapport au milliardaire. Jack Ma. Justement, lorsqu'il nous dit qui gouvernement, qui éducation, qui encore, qui industrie ou bien qui quelque chose, est-ce qu'on lui a rappelé qu'au Togo, la connexion ne marche pas? Ça, c'est la deuxième observation. Qui parle de qui, parle de l'Internet et parle de la fluidité de l'Internet. Est-ce qu'on lui a rappelé qu'au Togo... Qui ont puisque nous n'étions pas à la rencontre avec Jack Ma. Vous voyez, on fait la promotion de la consommation locale. On invite un étranger, on veut que l'information passe et on évite la presse. C'est vraiment dommage. Ma question, c'est par rapport... hier, vous avez parlé de nos lagunes. C'est de savoir quelles sont les mesures de sécurité pour nos lagunes. Il y a de cela que dimanche passé, quand un véhicule est tombé dans la lagune de Niékouanakoué en descendant les types de l'hôpital. Je ne sais pas quelles mesures de sécurité on doit avoir pour nos lagunes, puisque vous avez discuté de cela. Merci. Cette affaire s'adresse aux autorités en charge de la ville de Lomé ou de la sécurité. Mais l'ami abonné a posé une question. Qu'on critique Kodjola, qu'on l'encense ou bien qu'on le critique, qu'est-ce qui est bien pour le Togo? C'est la question. Oui, non, en fait, ce que je voudrais faire observer premièrement, c'est pour cette question, c'est la relativité de la perception des faits. Ça, c'est une donne qui est, en tout cas, inhérente à toute société. On ne perçoit pas les faits de la même manière. Et donc, sur les personnalités, on ne va pas percevoir aussi leurs actions de la même manière. Si nous sommes 1 million ou 2 millions, 3 millions de personnes, il y aura ceux qui vont être pour l'action de Kodjola et ceux qui seront contre. Ça, c'est aussi une marque de la démocratie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Deuxième chose, c'est que par rapport
rapport à Podjo, par exemple, moi, ma perception, je souhaiterais, par exemple, qu'il soit quelqu'un, le Léviathan, il soit quelqu'un qui est là, on dit en épique possible, que tout le monde craint, ou qui vient et qui donne des orientations, et que tout le monde écoute, et qui ne soit pas, par exemple, quelqu'un qui donne l'impression d'être sur un camp contre l'autre. C'est ma petite perception sur Merci. Et quant à vous, Adam Adjourounou? Oui, moi je pense que les interventions de Podjo pourraient peut-être mieux intéresser les Togolais s'il avait réellement une convergence de vue sur les aspects dont il aborde chaque jour. Mais on constate que la plupart du temps, il a une position tranchée, disons, et puis, disons, il pèse un peu plus sur l'opposition. Ça fait que cette convergence de vue-là n'est pas vue comme telle, et par rapport à cela, il y a de quoi qu'il puisse donc diviser dans sa poursuite de l'idée d'opinion qu'il... Merci. Eric. Monseigneur Podjo, il a eu une ambition, il dit je veux que l'opposition ait un candidat unique. Et dans le même temps, Monseigneur Podjo prend certains de la même opposition de son côté et d'autres qui sont là, qui le voient. Vous voyez, c'est pas personnellement, c'est pas une bonne approche de vouloir unir les gens et en même temps de les diviser. Ça ne peut pas aboutir à quelque chose de probant pour notre pays. Ce que tout le monde souhaiterait, c'est que réellement, au vu de sa personnalité, pour ce qu'il a été, ce qu'il a fait pour ce pays, même s'il y a quand même le reliquat de la conférence nationale souveraine, et tout le monde voudrait que Monseigneur Podjo soit une personnalité type, une référence pour les Togolais, afin que la lutte qu'il mène soit une lutte de bonne Merci. Lorenzo Keleki, de quel côté penchez-vous sur Podjo? Est-ce que vous trouvez que c'est par lui que viendra le salut, par ses propositions, ou bien plutôt il se met hors jeu? Non, mais vous savez, Podjo, depuis quand on remonte un peu l'histoire de ce pays, Podjo a eu un poids, il a joué vraiment un rôle très utile dans l'histoire de ce pays. Et à ce juste titre, aujourd'hui, quand il parle, c'est pas n'importe qui parle. Et normalement, ce poids, il devrait l'utiliser pour être la médiane en ce qui concerne la politique au Togo, et non l'utiliser pour comment est-ce qu'on dit ça, pour jouer en faveur ou en défaveur d'un camp. Et je crois que c'est à ce niveau justement que moi je vais l'interpeller. C'est vrai, avant d'être monseigneur, il est togolais, il a aussi sa manière de voir les choses, mais quand c'est comme un journaliste, c'est vrai que avant d'être journaliste, on est aussi togolais, on peut avoir peut-être un camp, mais quand vous parlez en tant que journaliste, ce camp ne devrait pas se faire remarquer. Mais maintenant, quand vous voulez parler en tant que tout Togolais, comme tout Togolais, c'est là où vous pouvez peut-être donner votre avis. Difficile de faire l'unanimité autour de la personne des positions de Podjo. Ainsi va le débat contradictoire. L'essentiel, c'est que tout le monde soit là et qu'il dise ce qu'il pense, et qu'on se retrouve demain pour continuer à échanger, comme Boukwesi Payadoa échangera avec les politiques cet après-midi. Demain, nous reviendrons sur ce qu'ils auront dit, là où ils se sont compris, mais les points sur lesquels ils continuent à se diviser. Il y a un auditeur qui a posé une question sur Jacques Ma en parlant de l'Internet qui ne marche pas. Non, Jacques Ma a parlé des 4 E, entrepreneuriat, pour dire, si vous voulez démarrer une affaire, vous devrez avoir un esprit d'entrepreneur. Vous devrez savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez obtenir. Et tout ça, maintenant, que l'Internet aide à transporter. Oui, justement, je voudrais en venir quand il parle de l'Internet. Au cours de sa visite, Jacques Ma a rencontré un jeune Togolais qui est fabricant de meubles. Et Jacques Ma lui a dit, ok, j'ai vu tes trucs, c'est vraiment intéressant, je vais voir dans quelle mesure mes collaborateurs peuvent échanger avec vous pour qu'on puisse démarrer des affaires. Ça veut dire qu'il va importer, vendre les meubles de notre compatriote sur Alibaba. Et vous terminez avec votre carton de fin d'émission, Eric? Un carton rouge pour un avocat qui s'appelle Maître Dessous,
Je reviendrai sur le sujet la prochaine fois. Merci. Germain Doubidji. Oui, un carton vert pour les auditeurs, auditrices de Canal FM. Adam Adjoronou. Mon carton, il est vert. Il est adressé au ministre de la Justice et le président de la Cour suprême, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Lorenzo Keleki. Oui, je donne un carton vert à l'honorable Abira Bonfo pour tout ce qu'elle fait dans notre, disons, dans sa circonscription électorale, parce que dans ma dernière émission, au lieu du carton vert, j'ai donné un carton rouge que je rectifie. Voilà. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Demain à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien.